Bonjour, nous allons étudier dans ce TD aujourd'hui les troubles de la coordination et de l'équilibre. La coordination est définie par l'harmonie des gestes qui permet la réalisation d'actes précis et adaptés à un but. Quant à l'équilibre, c'est cette faculté que possède l'être humain de se maintenir en station verticale et d'effectuer la marche. Les troubles de la coordination et de l'équilibre comportent un ensemble de signes très variés, parmi lesquels on va décrire un signe très important, c'est le signe primordial des troubles de la coordination et de la posture, qui est l'ataxie. Alors, ataxie, étymologiquement, c'est-à-dire l'origine du mot, vient du terme taxia, qui signifie ordre. Et ataxie, avec le préfixe privatif, nous donne la définition de l'ataxie comme un désordre. Donc, l'ataxie désigne ce trouble de l'équilibre et de la coordination des mouvements d'origine neurologique. Un petit rappel anatomique pour pouvoir comprendre les différents syndromes topographiques. Il faut savoir que le contrôle de la posture et de l'équilibre repose sur plusieurs systèmes, notamment des systèmes sensoriels, parmi lesquels les plus importants sont le système vestibulaire, le système proprioceptif, donc lié à la sensibilité profonde, et le système visuel. Le cervelet, quant à lui, il joue un rôle très important dans la régulation et le contrôle de ses fonctions motrices. Donc le cervelet constitue l'organe régulateur de ses fonctions motrices, donc le mouvement, la posture, l'équilibre. Le cervelet reçoit des informations de tous les segments du névraxe, donc la moelle épinière, le tronc cérébral et le cerveau. Il traite ces informations, il les intègre et donne au programme moteur du mouvement une organisation chronologique et somatotopique. Donc la régulation par le cervelet se fait sur les activités musculaires du mouvement global en général, sur les activités musculaires toniques de la posture et bien sûr les activités musculaires réflexes de maintien de l'équilibre. Alors ici, c'est pour vous montrer deux schémas, pour résumer, si on veut, ici dans le premier, les différents systèmes sensoriels impliqués, notamment le système vestibulaire, grâce au nerf vestibulaire qui prend naissance au niveau du labyrinthe, le système proprioceptif, donc vous allez avoir un TD sur la sensibilité et la sémiologie de la sensibilité, bien sûr le contrôle visuel, et on a le cervelet qui est l'organe régulateur de ces différents systèmes. Ici, c'est pour vous montrer une coupe du cervelet. Alors le cervelet, comme son nom l'indique, constitue entre guillemets le petit cerveau. Alors le cervelet, il est situé à la face postérieure du tronc cérébral et il est connecté au tronc cérébral par trois pédoncules. Donc vous avez le pédoncule, ici le pédoncule cérébelleux supérieur, le pédoncule cérébelleux moyen et le pédoncule cérébelleux inférieur. Alors le cervelet, il comporte plusieurs parties. Vous avez ici au milieu la partie centrale qu'on appelle le vermis. Et on verra qu'une atteinte du vermis vous donnera essentiellement une ataxie statique. Alors ici en orange, vous avez ce qu'on appelle le lobe floculo-nodulaire. On le voit ici dans le schéma en marron. Alors le lobe floculo-nodulaire, qualifié également selon la phylogénèse d'archéocérébellum, il est situé dans la zone médiale. Il aide au maintien de l'équilibre. Il aide à coordonner les mouvements, notamment oculaires. Et il est, dans ce cas, interconnecté avec les noyaux vestibulaires. Ensuite, on revient au vermis. Donc, le vermis, il est qualifié selon la phylogénèse par le paléocérébellum. Il participe à la coordination des mouvements du tronc et des membres inférieurs. Et les lésions du vermis, comme vous le devinez, va donner essentiellement des troubles statiques, donc l'ataxie statique. Et enfin, on a les deux hémisphères cérébelleux, qualifiés de néocérébellum. Ces deux hémisphères cérébelleux vont donc contrôler les mouvements fins
coordonnée et rapide, principalement au niveau des membres supérieurs, ce qui fait qu'une atteinte du cervelet des hémisphères cérébelleux va vous donner plutôt ce qu'on appelle l'ataxie cinétique. Ici, dans ce deuxième schéma, c'est pour vous montrer un peu les différents noyaux du cervelet. Alors, il existe 3 paires de noyaux. Vous avez ici les noyaux médians du toit qu'on appelle les noyaux vestigiaux. Ils appartiennent à l'archéocérébellum. Vous avez un peu plus bas, ici en bleu, ce qu'on appelle les noyaux interposés, qui sont des noyaux qui appartiennent au paléocérébellum, donc au vermis. Et enfin, au centre des 2 hémisphères, ici en rouge, on a les noyaux dentelés, dont l'atteinte va engendrer essentiellement le tremblement. Alors, la vascularisation du cervelet est assurée par le système vertébro-basilaire, qui donne naissance aux différentes artères cérébelleuses, notamment les artères cérébelleuses postéro-inférieures, antéro-inférieures et supérieures. Alors, on va parler maintenant de la sémiologie, de la coordination, des troubles de la coordination. Les signes fonctionnels, c'est-à-dire les motifs pour lesquels consulte le patient. Donc, comme on a dit tout à l'heure, que la coordination, la posture et l'équilibre dépendent essentiellement de 3 systèmes. Donc, le système cérébelleux qui est l'organe, avec le cervelet qui est l'organe régulateur, le système vestibulaire et le système proprioceptif. Donc, on va avoir les troubles de la coordination et de l'équilibre dans 3 syndromes, essentiellement le syndrome cérébelleux. C'est vrai que quand on parle d'ataxie, de troubles de la coordination, on pense au syndrome cérébelleux, mais il faut savoir qu'il existe aussi 2 autres syndromes principaux qui donnent des troubles de la coordination, qui sont le syndrome vestibulaire et proprioceptif. Et on verra que l'ataxie et les troubles de la coordination générale dans chaque syndrome est différente. Donc, les signes fonctionnels dans le syndrome cérébelleux comportent essentiellement des troubles de la marche et de l'équilibre, comme les autres cas, mais elle est particulière. On a une maladresse, le patient peut consulter pour une maladresse dans les mouvements rapides, notamment des mains, un tremblement, des troubles de l'élocution, on peut parler de dysarthrie, notamment la dysarthrie cérébelleuse, et bien sûr d'autres signes comme les troubles de l'écriture. Dans le syndrome vestibulaire, les patients consulteront essentiellement par les vertiges, donc c'est le symptôme, le signe fonctionnel le plus important, donc le vertige. On a également bien sûr les troubles de la posture et de la marche. Le syndrome proprioceptif, là aussi, les patients vont consulter pour des troubles de la marche. Et là, la caractéristique, c'est qu'ils sont aggravés par la fermeture des yeux. Donc, les troubles de la coordination et de l'équilibre dans le syndrome proprioceptif vont apparaître à la fermeture des yeux ou ils sont aggravés par la fermeture des yeux. Contrairement aux troubles cérébelleux ou vestibulaires qui ne sont pas modifiés par le contrôle visuel. Et ici, on a des signes, bien sûr, qui vont faire évoquer l'atteinte proprioceptive, donc les troubles sensitifs à type de paresthésie, de dysesthésie, d'allodynie, d'hyperpathie, etc. Donc, le symptôme maître et le signe maître des troubles de la coordination, on le dit encore, c'est l'ataxie. Alors, l'ataxie, il ne faut pas la confondre avec une instabilité d'une autre origine, par exemple une paralysie. Donc on peut avoir un malade qui a une paraparésie, qui peut marcher de façon instable et ça peut simuler une ataxie. Donc le premier diagnostic différentiel avec l'ataxie, ce sont d'abord la paralysie, une perturbation du schéma moteur d'origine corticale, ce qu'on appelle les apraxies. On a aussi le syndrome extrapyramidal donc essentiellement chez le parkinsonien qui peut avoir des troubles de la posture et simuler une ataxie. La spasticité aussi dans l'atteinte pyramidale avec la paralysie peut vous donner une pseudo-ataxie et bien sûr certains mouvements anormaux d'origine extrapyramidale tels que le tremblement extrapyramidal et les mouvements choréiques. Donc on va détailler
au fur et à mesure, donc l'ataxie cérébelleuse, décrire ses caractéristiques, l'ataxie sensitive ou proprioceptif et l'ataxie labyrinthique ou vestibulaire. Alors il faut savoir que l'ataxie peut être statique, c'est-à-dire on va la voir essentiellement à l'examen debout chez le patient et on va voir comment il se comporte sur le plan statique. Elle peut être locomotrice, c'est-à-dire à la marche, et on verra les différentes marches, c'est-à-dire la démarche chez le cérébelleux qui est ébrieuse est différente de la démarche chez le sujet qui a un syndrome vestibulaire ou proprioceptif, et elle peut être aussi cinétique. On va commencer par le syndrome cérébelleux. Donc le syndrome cérébelleux, c'est l'ensemble des signes qui traduisent une atteinte du cervelet et ou des voies cérébelleuses. On le répète encore, le cervelet, c'est le centre de régulation de l'équilibre et de la coordination des mouvements. Il joue un rôle très important dans l'adaptation des postures. Dans ce cas-là, on va parler de syndrome cérébelleux statique et l'exécution des mouvements volontaires. Et là, les troubles vont nous donner ce qu'on appelle le syndrome cérébelleux cinétique. Et bien sûr, la sémiologie maîtresse, c'est l'ataxie cérébelleuse. Alors, le syndrome cérébelleux, il va comporter, donc c'est une tétrade ou plus de signes très importants, qui sont donc l'ataxie qui peut être statique ou cinétique, l'hypotonie, le tremblement cérébelleux, et on va voir ses caractéristiques, la dysarthrie cérébelleuse, les troubles de l'élocution, et les troubles oculomoteurs. Alors, de plus en plus, récemment, le cervelet est également incriminé dans la physiologie, dans les mécanismes cognitifs et affectifs. Donc, on décrit aussi, secondairement, si on veut, des troubles cognitifs et affectifs chez le sujet qui présente un syndrome cérébelleux et qu'il faudra évaluer par des tests neuropsychologiques adaptés. Alors, l'ataxie statique. Donc, un sujet cérébelleux, quand on lui demande de se mettre debout, on va décrire ces troubles de la posture et de la coordination des différentes de la stature. Donc, le patient, quand on lui demande de se mettre debout, il présente une instabilité. Il élargit son polygone de sustentation, il se tient les jambes écartées pour éviter la chute. Il présente des oscillations latérales antéro-postérieures qui intéressent le tronc et le membre inférieur. Ces oscillations peuvent apparaître même en position assise dans les formes sévères. Quand le sujet est assis dans le lit, quand il est allongé, quand on lui demande de se mettre en position assise, il présente des oscillations du tronc. Alors l'instabilité n'est pas aggravée par la fermeture des yeux et on n'a pas de signe de Romberg. On verra, le signe de Romberg, on le trouve essentiellement, surtout dans l'atteinte proprioceptive. Alors on décrit également chez le patient cérébelleux quand il est debout ce qu'on appelle le signe de la danse des tendons. Alors qu'on regarde les pieds et puis on va voir que les tendons, comme ça, les tendons du pied, des muscles du pied bougent. Alors ce signe peut être sensibilisé en demandant au patient de se tenir debout sur un seul pied, en exerçant une légère poussée antéro-postérieure, qui va apparaître justement ce caractère excessif et retardé de la contraction des jambiers antérieurs. Également, le patient ne peut pas se mettre ce qu'on appelle la position du tandem, c'est-à-dire un pied, une jambe derrière l'autre sur une ligne droite, il ne peut pas l'effectuer. Alors, la démarche maintenant, l'ataxie locomotrice, quand on va demander au sujet qui a un syndrome cérébelleux de marcher, il va décrire ce qu'on appelle la démarche ébrieuse. Ébrieuse, ça vient du mot ébriété, c'est-à-dire c'est comme un sujet qui est ivre et qui marche. La démarche est festonnante, c'est-à-dire sur une ligne droite, elle est impossible. Elle est précautionneuse, les enjambées sont courtes, irrégulières, et avec des embardées qui viennent perturber la direction, qui ne se fait plus en ligne droite. Le demi-tour est décomposé, et la marche au funambule sur une ligne droite est impossible, et le sujet décrit ce qu'on appelle une ligne festonnée. Donc, le sujet cérébelleux, sa démarche est ébrieuse et festonnante. Alors, l'ataxie cinétique, donc ici, on va décrire un peu les troubles de la coordination des mouvements fins,
c'est-à-dire qu'ils sont plus coordonnés dans l'espace et dans le temps. Donc on va parler de dysmétrie, de dyschronométrie, d'adiadochrosynésie et d'asynergie. Alors la dysmétrie, on la recherche à l'épreuve au membre supérieur, à l'épreuve doigt sur le nez, ou bien à l'épreuve au membre inférieur, talon sur le genou. Donc successivement, le patient, on lui demande de mettre son index sur le nez et on voit que le sujet cérébelleux, il a une dysmétrie. Ce geste, il est perturbé et le sujet dépasse le but, donc dépasse le bout du nez et on parle dans ce cas-là d'hypermétrie. La dyschronométrie, c'est un retard à l'initiation et à l'arrêt du mouvement. Donc il y a une perturbation, il y a une incoordination entre les mouvements, les mouvements des muscles agonistes-antagonistes. Elle est très nette dans le syndrome cérébelleux unilatéral et elle est mise en évidence en demandant aux patients d'effectuer l'épreuve doigt-nez simultanément des deux côtés, par exemple au membre supérieur, et on remarque un retard dans l'exécution du mouvement du côté atteint. La diadochosynésie, elle est mise en évidence par l'épreuve des marionnettes. On demande au sujet de mettre ses mains comme si qu'il jouait aux marionnettes, par l'opposition successive et rapide de chaque doigt contre le pouce, ou encore frapper alternativement ses cuisses avec la paume et le dos de la main rapidement, ou bien le talon et la pointe du pied au membre inférieur, et on voit qu'il y a une perturbation du mouvement qu'on appelle la diadochosynésie. La synergie, là aussi, c'est une synergie entre les mouvements réflexes agonistes-antagonistes ou les activités réflexes agonistes-antagonistes. Donc, elle est mise en évidence essentiellement, par exemple, quand on demande au sujet de s'accroupir. Un sujet sain, quand il s'accroupit, il décolle automatiquement les talons. Chez le sujet qui a un syndrome cérébelleux, il n'y a pas de décollement du talon et on appelle ceci le signe de Kopsevich. Alors, les autres signes aussi importants dans le syndrome cérébelleux sont le tremblement. Alors, le tremblement peut avoir plusieurs étiologies. Le tremblement parkinsonien, le tremblement d'origine un peu neuropathique, et puis le tremblement cérébelleux, il est très particulier. C'est un tremblement d'attitude, il est intentionnel, c'est un tremblement qu'on observe dans l'action, allant dans les formes très sévères à ce qu'on appelle les dyskinésies volitionnelles. L'hypotonie également est un signe majeur, donc on a une réduction du tonus musculaire qui porte sur la passivité. Là aussi, elle est liée à la diminution et le retard de la contraction des muscles antagonistes. On l'observe lorsqu'on teste les ballons des mains et des pieds, on les voit exagérés, et vous avez une manœuvre qu'on peut effectuer sur le patient, ce qu'on appelle la manœuvre de Stewart-Holmes. On demande au patient de fléchir l'avant-bras sur le bras, contre résistance. L'examinateur s'oppose à ce mouvement, et puis quand on relâche, subitement, on a l'avant-bras qui vient heurter la poitrine. Alors, les réflexes dans le syndrome cérébelleux, les réflexes myopathiques, les réflexes ostéotendineux sont pendulaires. Ce caractère pendulaire, on l'observe sur les réflexes rotuliens et les réflexes précipitaux. Évidemment, si vous avez un patient qui a à la fois un syndrome pyramidal, par exemple, et un syndrome cérébelleux, vous imaginez bien que l'exagération des réflexes va un peu masquer ce caractère pendulaire des réflexes. On a également la dysarthrie, ce trouble de l'élocution chez le sujet qui a un syndrome cérébelleux. On l'appelle aussi dysarthrie ataxique. Alors l'élocution, elle est laborieuse, elle est ralentie, elle est scandée, elle est explosive et irrégulière, avec modification du timbre de la voix qui est monotone et monosyllabique. Les troubles oculomoteurs sont également observés et essentiellement on a le nystagmus. On regarde quand on demande au sujet de regarder latéralement, verticalement, etc. On observe un nystagmus. Alors le nystagmus, on peut également le voir dans le syndrome vestibulaire. Et on a également des anomalies de poursuite oculaire, comme une dysmétrie entre guillemets oculaire ou une ataxie oculaire. Et sans oublier donc à chaque fois de penser à tester les patients qui ont un syndrome cérébelleux sur le plan cognitif
et sur le plan affectif, et on remarque que le sujet peut présenter des réactions impulsives, une désinhibition et des troubles visuospatiaux. Donc, si on veut se résumer, donc on a deux types de syndrome cérébelleux, selon la topographie bien sûr. Donc, on a le syndrome cérébelleux statique et le syndrome cérébelleux cinétique. Alors, le syndrome cérébelleux statique, on l'a vu tout à l'heure essentiellement par l'atteinte du vermis, donc il va vous donner un élargissement du polygone de sustentation, la marche qui est ébrieuse, festonnante, une danse détendante. L'ataxie cinétique, si vous voulez, ou le syndrome cérébelleux cinétique, va se traduire par l'hypermétrie, qu'on observe à l'épreuve douanée talon-genou, une dysarthrie cérébelleuse et l'hypotonie. Alors, on arrive au syndrome topographique avec un peu le petit rappel anatomique qu'on avait fait. Maintenant, on sait les différents types, ils sont liés à quelle lésion et quelle partie du cervelet. Donc, on a le syndrome vermien, donc par l'atteinte du vermis. On le répète encore. Donc, le syndrome vermien est caractérisé essentiellement par les troubles de la statique, résultant principalement des troubles de la coordination des muscles axiaux, avec nystagmus et un tremblement du chef. Et le tremblement, on l'a vu tout à l'heure, que ça renvoie plus spécifiquement à une atteinte des noyaux dentelés. Le syndrome hémisphérique, par contre, il est caractérisé par une hypotonie de repos, par l'incoordination des membres homolatérales à la vision, donc la dysmétrie, l'hypermétrie, la dyschronométrie, etc. Et les anomalies des mouvements de la poursuite oculaire sont imputables à des lésions au niveau du flocculus et du vermis postérieur. Et les lésions responsables de la dysarthrie sont habituellement bilatérales et intéressent la partie antéro-supérieure du cervelet. Alors sachez que chez un même patient, par exemple, chez certains patients, on a un syndrome cérébelleux dissocié, mais il peut être complet, rassemblant tous ces signes. Alors, les étiologies des syndromes cérébelleux, donc essentiellement, elles sont très variées. On va en citer les plus importantes. Vous avez, par exemple, les cérébellites, notamment chez l'enfant. On a les AVC ischémiques, bien sûr, dans le territoire vertébro-basilaire. Les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure. La sclérose en plaques, qui est une étiologie très fréquente de l'ataxie cérébelleuse ou du syndrome cérébelleux en général, et elle constitue, entre guillemets, donc un peu un facteur de gravité. On a les autres maladies qui miment la sclérose en plaques, telles que la maladie de Bessel ou les vascularites du système nerveux central. Alors, une autre étiologie à laquelle il faut penser, ce sont les atrophies cérébelleuses d'origine alcoolique et ou carentielle. Alors, le cervelet est très sensible donc aux carences vitaminiques, aux différentes carences et aux intoxications également. Donc, dans ces cas-là, on a un syndrome cérébelleux qui peut être isolé, et quand on regarde par exemple sur une IRM, on voit ce qu'on appelle l'atrophie cérébelleuse. On a les syndromes paranéoplasiques qui sont des syndromes auto-immuns liés à un cancer et qui vont cibler par mimétisme antigénique donc les structures ou les cellules du cervelet. Et enfin, un chapitre aussi important en neurologie qui sont les ataxies génétiques qu'on appelle aussi les hérédoataxies, comme la maladie de Friedreich qui est fréquente au Maghreb. Alors, en deuxième chapitre, donc, on va voir le syndrome vestibulaire. Alors, comme vous le savez, le syndrome vestibulaire, c'est un organe sensoriel barosensible, donc qui dépend de la pression de l'environnement. Alors, il est situé dans l'oreille interne. Donc, ce système contribue à la sensation des mouvements et à l'équilibre. Il est constitué d'un organe sensoriel périphérique composé du labyrinthe postérieur. Et vous avez les canaux semi-circulaires, l'utricule et sacule, le nerf vestibulo-cochléaire et les noyaux encéphaliques. Alors, les signes sensoriels issus du système vestibulaire sont principalement envoyés aux structures neuronales qui commandent certains mouvements oculaires et muscles dans une optique posturale. Donc, ce qui nous permet le maintien du corps dans son environnement. Et les troubles du système vestibulaire peuvent conduire au symptôme principal qui est le vertige.
Alors, le système vestibulaire, donc, il est impliqué dans le contrôle de l'équilibre. Et l'appareil vestibulaire, pour un peu comprendre, est constitué de récepteurs vestibulaires situés dans le labyrinthe et sensibles à la pesanteur et au mouvement. Le nerf vestibulaire qui chemine dans l'angle ponto-cérébelleux égale la protubérance. Et enfin, les noyaux vestibulaires qui sont situés sous le quatrième ventricule. Alors, pour la sémiologie vestibulaire, donc on a les principaux symptômes. On l'a dit, le symptôme maître et qui est primordial, c'est le vertige. Donc, quand on a un vertige, qui soit intense, modéré ou même discret, on pense donc on ne pense pas au syndrome cérébelleux, mais on pense à l'atteinte vestibulaire. Alors, c'est quoi le vertige? Comment est décrit le vertige par les patients? C'est une sensation de déplacement des objets autour du patient. La rotation peut se faire dans un des trois plans de l'espace, le plus souvent horizontal. Il peut y être associé donc des bourdonnements d'oreilles, des nausées, notamment dans le syndrome vestibulaire périphérique. Plus rarement, il s'agit de sensations de latéropulsion ou d'instabilité à la marche. Alors, l'examen, qu'est-ce qu'on va retrouver? Quand on examine le patient, on va retrouver le nystagmus. Alors, le nystagmus, qui est un peu différent du nystagmus cérébelleux. Donc, il s'agit d'oscillations rythmiques et conjuguées des globes oculaires, qui comportent donc, il a deux composantes, une rapide et l'autre lente. Alors, le sens du nystagmus est défini par celui de la secousse rapide, et on dit que le nystagmus bat de ce côté-là. Alors, le nystagmus, il peut être horizontal, il peut être vertical, il peut être rotatoire ou multiple. Là, on retient que quand il est vertical, c'est une atteinte du système vestibulaire au niveau du pédoncule cérébral. Quand il est horizontal, c'est une atteinte au niveau protubérantiel, et quand il est rotatoire, c'est au niveau bulbaire. Alors là, la marche, alors elle est spécifique également chez le sujet qui a un syndrome vestibulaire. Elle se fait avec déviation unilatérale et on dit qu'elle se fait en étoile. Et c'est ce qu'on appelle la démarche en étoile de Babinski-Weil ou démarche aveugle. Elle peut être pseudo-hybrieuse et au maximum, elle est impossible. Alors, on a également le signe de Romberg labyrinthique, à différencier du signe de Romberg proprioceptif, le plus caractéristique. Donc, pour le Romberg, le patient debout, les yeux fermés, talons joints, on observe de façon retardée une déviation latéralisée du corps. Cette manœuvre peut être sensibilisée si le patient, les membres supérieurs tendus, placés en face des index de l'examinateur, et à l'occlusion des yeux, on observe une déviation lente, retardée des index, du côté bien sûr atteint. Là aussi, le syndrome vestibulaire peut être périphérique ou bien il peut être central. Donc ça dépend de la topographie. Alors quand il est périphérique, il s'agit donc d'une atteinte de l'appareil récepteur ou du nerf vestibulaire. Alors la symptomatologie est pure et se traduit par une grande crise rotatoire, donc par un grand vertige qui est très important, clouant parfois le patient au lit. Des fois, les patients ils peuvent pas marcher, et ils se mettent à marcher à quatre pattes, hein. Ça a été décrit. Alors, s'y associent donc des signes périphériques, les vomissements et une grande anxiété. On observe donc un signe de Romberg labyrinthique, comme on l'a décrit tout à l'heure. On observe un nystagmus, et dans ce cas-là, on dit que le syndrome vestibulaire est harmonieux. La sémiologie cochléaire est souvent présente parce que c'est une atteinte vraiment périphérique, donc on peut avoir des acouphènes, une hypoacousie. Et les épreuves vestibulaires montrent en général, schématiquement, une hypo ou une inexcitabilité. L'audiogramme et les potentiels auditifs peuvent être perturbés. Alors, les étiologies du syndrome vestibulaire périphérique sont la maladie de Meniere, que vous allez apprendre dans le module d'ORL peut-être, les labyrinthites, et puis on a les vertiges un peu idiopathiques, ce qu'on appelle les vertiges paroxystiques bénins. Alors, le syndrome vestibulaire central,
Là, c'est une atteinte, c'est une lésion des noyaux vestibulaires ou de leur connexion avec le système nerveux central. Ici, les vertiges sont moins francs et moins nets que dans le système périphérique, dans le syndrome périphérique. Par contre, le nystagmus est net, il est franc. Et on l'a dit tout à l'heure, ça dépend, il peut être horizontal, donc vertical ou rotatoire. Le signe, on a également, ils sont pas très importants, voire absents, le signe de Romberg, qui sont pas systématisés. Alors, et dans ce cas-là, le syndrome vestibulaire central est dit disharmonieux. Alors, il existe fréquemment des signes neurologiques associés qui renvoient à une atteinte du tronc cérébral et on n'a habituellement pas de signes cochléaires. Alors, le dernier chapitre, ou l'avant-dernier si on veut, c'est le syndrome proprioceptif, que normalement vous avez dû voir avec l'étude de la sémiologie sensitive. Là aussi, on a des troubles, donc une ataxie, donc des troubles de la coordination, de la posture et de l'équilibre par atteinte des voies proprioceptives conscientes. Et on a là aussi l'ataxie statique, l'ataxie locomotrice et l'ataxie cinétique qui sont différentes de ce qu'on voit dans le syndrome cérébelleux par exemple. L'ataxie statique se traduit dans ce cas-là par le classique signe de Romberg. D'accord? Donc le signe de Romberg est très typique de l'atteinte proprioceptive. Donc il se traduit par une chute brutale immédiate, non latéralisée lors de la fermeture des yeux. Et on parle de Romberg, de signe de Romberg proprioceptif. Le malade a une mauvaise perception du sol, il vous décrit comme si qu'il marchait sur du coton, ou il ne sent pas le sol sous ses pieds. On n'a pas beaucoup de densité tendant et peu d'oscillation autour de la position d'équilibre, contrairement au sujet qui présente un syndrome cérébelleux. À la marche, alors la démarche, elle est spécifique et on a ce qu'on appelle la démarche talonnante. Alors le malade lance brusquement la jambe et pose le pied par le talon, parce qu'il ne sait plus où se situe son pied dans l'espace par rapport au sol, et c'est ce qu'on appelle la marche proprioceptive. Alors il faut savoir que les troubles de la coordination et de la statique, etc., dans le syndrome proprioceptif apparaissent à la fermeture des yeux ou sont aggravés par la fermeture des yeux, contrairement aux sujets qui présentent une atteinte cérébelleuse. L'ataxie cinétique, là aussi, elle se traduit par une brusquerie du geste volontaire. Donc, on a là aussi une dysmétrie, bon, qui ne ressemble pas à la dysmétrie cérébelleuse, et elle apparaît à la fermeture des yeux, et on a ce qu'on appelle la main instable ataxique, ou pseudo-athétosie, quand on demande au sujet d'écarter ses mains, d'écarter les mains et les doigts de la main. Donc, on remarque comme une instabilité de la main, et c'est ce qu'on appelle la main instable ataxique, qu'on voit essentiellement dans l'atteinte sensitive au niveau thalamique. Donc, on peut l'appeler la main ataxique thalamique. Alors, pour le syndrome proprioceptif, là aussi, les diagnostics topographiques, donc on a au niveau de l'atteinte périphérique, c'est-à-dire dans le nerf périphérique, il peut s'agir d'une neuropathie par atteinte des différentes fibres sensitives contenues dans le nerf qui peut être sensitive au moteur ou essentiellement sensitif. Et là, on parle de neuropathie ataxiante, sensitive ataxiante, surtout quand il n'y a pas de déficit moteur associé. Là, on voit bien une grosse ataxie qui peut parfois, qui peut faire parfois croire à un syndrome cérébelleux, mais la démarche est différente. On a le signe de Romberg. Alors, dans les lésions médunaires, on a le syndrome de l'hémimois, le syndrome de Brown-Séquard, qui se traduit du côté de la lésion par un syndrome cordonal et un syndrome pyramidal, et du côté opposé par l'atteinte spinothalamique. Alors, les étiologies classiques sont la sclérose en plaques et le TABES. Au niveau du thalamus, il y a le syndrome qu'on appelle le Roussé-Dejerine, où en dehors des troubles moteurs, visuels existent des troubles sensitifs caractérisés par une atteinte portant sur la sensibilité profonde du côté opposé et comportant des troubles sensitifs subjectifs très particuliers qu'on appelle l'hyperpathie.
L'hyperpathie, c'est-à-dire que toute stimulation, même non douloureuse, est perçue par le patient, comme douloureuse, et l'hyperpathie se voit dans les atteintes vraiment supérieures, c'est-à-dire le thalamus ou l'atteinte pariétale. Et bien sûr, l'atteinte pariétale est caractérisée par une atteinte de la sensibilité discriminative élaborée au niveau pariétal. Alors, un dernier mot sur l'ataxie frontale. Là aussi, c'est difficile un peu de la classer parmi les troubles de la coordination, mais on la classe. Alors, l'ataxie frontale, elle est due à l'atteinte des régions préfrontales, bilatérales, corticales ou sous-corticales et se traduit par essentiellement l'ataxie statique et locomotrice. On n'a pas d'ataxie cinétique, il n'y a pas d'ataxie cinétique frontale, mais le sujet qui a un syndrome frontal franc, il a des troubles de la posture, il a des troubles de l'équilibre. Alors, l'ataxie statique se traduit par une tendance à la chute en arrière, la rétropulsion, habituellement aggravée par la fermeture des yeux, et elle peut se manifester dès la position assise. Quand on demande au sujet, quand il marche, le sujet qui a un syndrome frontal ou préfrontal, la démarche est très particulière, elle est incoordonnée, elle se fait les pieds collés au sol, comme si le patient avait perdu le schéma de la marche. Ces troubles sont parfois appelés apraxie de la marche, et ces troubles sont améliorés par la simple présence d'une tierce personne sans soutien forcé. Alors, au maximum, on observe ce qu'on appelle l'astasie-abasie. Et c'est ça qui caractérise un peu les atteintes frontales et l'ataxie frontale. Et bien sûr, en dehors de tout déficit moteur, le patient est capable de se tenir debout ou de marcher. Alors là, c'est pour un peu vous résumer à la fin la marche ataxique et ses différentes étiologies syndromiques. Alors, quand il y a une aggravation par la fermeture des yeux, c'est essentiellement le syndrome vestibulaire, c'est essentiellement le syndrome coordonal postérieur ou le syndrome proprioceptif, mais aussi le syndrome vestibulaire qui peut être central ou périphérique. Et quand il n'y a pas d'aggravation par la fermeture des yeux, c'est essentiellement le syndrome cérébelleux et chaque syndrome avec ses propres caractéristiques. Et je vous remercie.